Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous parlons aujourd'hui de la loi sur la santé sexuelle et la reproduction dans notre pays, en République du Bénin. Dans la rubrique Patriotisme et civisme, nous nous intéressons à la reddition de comptes, une pratique à généraliser. La troisième rubrique Participation citoyenne, après s'être intéressé à la thématique consacrée aux citoyens à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle s'intéresse aux citoyens et aux députés. Nous aurons la spécialiste en la matière pour nous donner les informations nécessaires tout à l'heure. La dernière rubrique, changement de mentalité, Crépin Agossou reste avec nous pour nous parler de la facilité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre lorsqu'on parle de changement de mentalité? Nous aurons l'expert tout à l'heure pour nous donner les informations. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà nos adresses, mais la répétition est pédagogique. Nous avons notre page Facebook, notre compte Twitter, Mouvement NTC, le numéro WhatsApp, voilà, le 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le site internet et le mail. Voici à présent votre première rubrique Loi de la République et programme de développement. En vue d'améliorer la qualité de vie entre les citoyens et également avoir plus d'informations sur les soins liés à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles, nous avons dans notre pays une loi qui a été votée depuis 2003 et nous vous invitons aujourd'hui à aller à la découverte du contenu de cette loi numéro 2013-04 du 3 mars 2003. Loi de la République et programme de développement. La loi sur la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin. Quel est le but des lois qui consacrent la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin? Les lois qui consacrent la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin sont la loi numéro 2013-04 du 3 mars 2003 ainsi que la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 relative à la modification de la précédente loi. Elles ont pour but d'améliorer la qualité de vie et des relations interpersonnelles des citoyens tout en dispensant des conseils et des soins liés à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles. Qu'entend-on par santé sexuelle en matière de reproduction? Par santé sexuelle en matière de reproduction, on entend le bien-être général tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Article 1 de la dite loi. Quels sont les droits dont bénéficie tout citoyen dans l'application de la dite loi? Dans l'application de la dite loi, le citoyen a le droit à la santé de la reproduction, d'accéder à la meilleure santé de reproduction en dehors de toute discrimination, coercition ou violence, de décider librement et avec discernement de la taille de sa famille et de procéder au rythme de son choix, de choisir librement de manière responsable de se marier, le droit à l'information et à l'éducation, d'accès aux soins et services de santé, à la non-discrimination, le droit de ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Qu'en est-il des dispositions de la loi modifiant la loi sur la santé sexuelle et la reproduction? La loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction a légalisé l'avortement au Bénin. La loi va mettre fin à l'avortement clandestin qui fait des victimes dans le pays. Le fait de légaliser l'avortement ne veut pas dire qu'il peut intervenir à n'importe quel moment, mais plutôt qu'il doit intervenir dans des cas déterminés
est prévue par la loi. Autrefois, l'interruption volontaire de grossesse ne pouvait intervenir que lorsque la poursuite de la grossesse mettait en danger la vie et la santé de la femme enceinte, auquel est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, ou que l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic. Aujourd'hui, un consensus sur les dispositions de l'article 17-2 révisé dispose, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de stress matériel, éducationnel, professionnel ou moral incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Quels sont les actes considérés comme attentatoires à la santé sexuelle et à la reproduction réprimés par la loi pénale? Il s'agit de toutes les formes de violences sexuelles dont les femmes et les enfants sont en général victimes, les mutilations génitales féminines et la pédophilie, la transmission volontaire du VIH-Sida, l'exploitation sous toutes ses formes de la prostitution forcée des femmes et des enfants et le mariage forcé. Article 19 de la dite loi. Où se procurer la dite loi? La loi numéro 2013-04 du 3 mars 2003 ainsi que la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la précédente loi sont en vente dans les différentes librairies de la place et disponibles sur le site du secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen connaît la loi sur la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, le contenu donc de cette loi consacrée à la santé sexuelle et reproductive, la santé sexuelle et la reproduction, voilà, en République du Bénin. Si vous avez besoin de plus d'amples informations, allez sur le site du gouvernement, le site du secrétariat général du gouvernement, voilà, sgg.gouv.bj. À présent, nous installons notre chroniqueur Maurice Tantan. Nous intéressons à la reddition des comptes, une pratique à généraliser selon notre chroniqueur Maurice. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur le plateau de l'OTB et sur ce programme Nouveau type de citoyen. Ben, je le suis encore plus. Qu'est-ce que la reddition des comptes? Alors, lorsqu'on parle de reddition de comptes, il s'agit globalement, il s'agit tout simplement du principe de rendre compte. Voilà. La reddition de comptes est un concept en droit, mais également en sciences politiques, qui désigne l'action par laquelle les personnes munies ou bien investies d'un pouvoir public rendent compte de façon plus ou moins périodique et en fonction des régimes politiques dans lesquels elles se trouvent à leurs citoyens, à leurs mandants, des personnes qui leur ont confié ce mandat électif-là. Donc, c'est une pratique qui fait obligation à quelqu'un qui est investi d'une mission de rendre compte à la personne qui lui a confié cette mission-là. Donc, c'est suivant ce principe-là qu'un élu, que ce soit un député ou un maire, par exemple, va retourner vers la population qui l'a élu pour lui expliquer le sens d'une loi votée au Parlement, qui va faire le point des actions menées dans le cadre de son mandat électif. Ça se passe aussi jusqu'au président de la République, qui est également un élu, et on a vu récemment le chef de l'État faire une tournée dite de reddition de comptes. Donc, de façon précise, la reddition de comptes est un feedback, un résumé des travaux ou de missions effectuées dans le cadre d'un travail confié, par exemple, par un supérieur hiérarchique ou par des mandants.
Il s'agit d'une démarche de transparence, une démarche de bonne gouvernance, parce que lorsque vous avez désigné quelqu'un, vous l'avez investi d'une mission et que la personne en retour, après avoir effectué un certain nombre de travaux, retourne vers vous pour vous expliquer, pour vous faire le point, évidemment, c'est transparent entre les deux parties. Et donc, c'est aussi une pratique de bonne gouvernance. Au Bénin, cette pratique-là existe et s'observe dans l'administration publique, par exemple. Ça va prendre la forme de rapports de mission, de fiches, de comptes rendus de mission, de réunions ou encore de notes verbales. Mais nous devons dire que c'est une pratique qui est encore peu développée parce qu'il y a plusieurs niveaux où cette pratique doit exister pour pouvoir, disons, atteindre cette bonne gouvernance-là que nous appelons. Ce qui est sur une reddition de comptes, à coup sûr, suscite la confiance. La confiance est également présente à celui à qui on fait une reddition de comptes, une marque de considération. Mais comment peut-on généraliser cela dans notre pays? Effectivement, c'est une bonne question. Comment peut-on généraliser cela? Parce qu'on dit ici que c'est une pratique à généraliser. Et moi, à mon niveau, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, excusez la répétition, il y a plusieurs niveaux où on peut agir pour pouvoir arriver à généraliser cette pratique-là. Commençons déjà par le niveau familial. Dans le cercle familial... jusqu'à ce niveau? Oui, bien sûr, jusqu'à ce niveau. C'est parce qu'on dit habituellement que ce qu'on a appris à la maison, ça nous suit le reste de notre vie. C'est comme l'éducation qu'on a reçue. Et donc, déjà au niveau de la famille, on doit pouvoir mettre en place le principe de reddition de comptes. Cela sous-entend que les enfants doivent rendre compte de leurs activités, de leur journée, de leur travail à l'école, de leurs projets, de leurs travaux domestiques aux parents. Un enfant jeune doit pouvoir être en mesure de rendre compte à ses aînés de ses activités. Il doit revenir pour faire le point de la monnaie qui reste lorsqu'il va acheter. Vous avez bien compris. Et donc, à partir de ce niveau-là, quand on apprend un enfant de 7 ans, de 8 ans et plus encore à respecter ce principe, évidemment, quand il va grandir, quand il va arriver en entreprise, ce sera systématique. Et donc, justement, ça nous permet d'arriver au deuxième niveau, qui est en entreprise. Le salarié doit rendre compte à son supérieur hiérarchique, à son employeur, à ses collègues. Ce faisant, il établit un lien de confiance, une sorte de transparence qui permet à tout le monde d'être au même niveau d'information. Ça permet de se faire confiance et permet aux collègues de donner le maximum d'eux-mêmes. Au niveau des associations, des ONG, des fondations, tout ce qu'on met dans l'expression organisation de la société civile, aussi on doit pouvoir instituer et respecter ce principe de la reddition de comptes. On remarque que généralement dans ce niveau-là, ce n'est pas toujours évident et finalement c'est ce qui... Mais il y a quand même des rapports d'activité. Je sais. Ça ne suffit pas. Oui, c'est une forme de reddition de comptes. Après, à l'intérieur de chaque structure, il y a des moyens, des éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir pour garantir cette transparence-là, cette traçabilité qui est le garant de la bonne gouvernance. À l'école, dans les universités, dans les ministères, au niveau de toutes les administrations, l'enseignant, par exemple, doit rendre compte au directeur d'école, le professeur d'université doit rendre compte au recteur d'université, etc., etc. D'accord. Alors, tout ça détaillé pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Je pense que j'ai commencé à le dire et je vais encore insister là-dessus. La reddition de comptes est une pratique de bonne gouvernance. Et je pense que tout le monde est d'accord que la bonne gouvernance est une valeur à cultiver dans un pays qu'on veut développer. En tout cas, pour le nouveau type de citoyen, la bonne gouvernance est une valeur à respecter parce que si vous vous souvenez bien, le 4e pilier du NTC, c'est incarner des valeurs patriotiques, morales, civiques et éthiques. Voilà. Donc, c'est une pratique de bonne gouvernance qu'il faut respecter. Il permet de lutter contre l'opacité dans la gestion de la chose publique, d'assainir la gouvernance et de faciliter une prise de décision collégiale. Vous voyez, si une décision est prise et que c'est bien expliqué à toutes les parties prenantes, évidemment, c'est plus facile
pour ce que ça concerne de respecter cette décision. Donc, rendre compte vous crédite aussi de transparence, alors que lorsque vous ne le faisiez pas, évidemment, ça rallume les flammes de la suspicion, les interrogations contre votre personne. C'est pourquoi cette pratique doit être généralisée pour que notre société s'en porte mieux. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Mesdames et messieurs, ben voilà qui est dit. Vous avez toutes les informations, surtout les avantages liés à la reddition de comptes. Il faut l'instaurer au sein de votre entreprise, l'instaurer au sein de votre maison. Déjà, les parents, sans savoir que peut-être c'est une reddition de comptes, exigent cela aux enfants à la maison. Lorsqu'on lui commande, il revient, il doit faire le point. Donc, tout ça fait partie de la reddition de comptes. Eh bien voilà, nous sommes dans votre rubrique participation citoyenne. Connaissez-vous votre député, celui qui est élu pour votre circonscription électorale? Connaissez-vous où il réside? Avez-vous déjà échangé avec lui? En tout cas, voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre ici. Mais d'abord, voici l'avis de quelques citoyens reçus par Inès Kwasi-Danga. Mon député, c'est l'honorable Ronfort Epiphane. Le député de l'Assemblée nationale? Ou bien de quoi? Mon député, c'est Jean-Louis Dokoundé, de la 12e circonscription. Je n'ai pas trop gardé son nom en texte. Mon député, c'est monsieur le ministre Abdoulaye Biotchade. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec Emmanuel Arekbazo, notre spécialiste en participation citoyenne, pour nous parler de la relation qui doit exister entre nos députés et nos citoyens. Alors, Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, ma chère Rose. Qui peut-on appeler député ou qui est votre député? Bon, sans chercher à donner le nom du député de la circonscription électorale dans laquelle je vote, je vais dire simplement que le député est un parlementaire qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif du vote des lois et au travail du contrôle de l'action gouvernementale. Il est un élu de la nation qui siège au Parlement pour 5 ans. Le député, en dehors de son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de son rôle législatif, a le devoir d'être en contact permanent avec les citoyens. Ok. Nous allons revenir dans des détails sur ce pourquoi le député doit être en contact avec les citoyens, mais il faut qu'il tisse une relation d'information et de remontée des besoins avec les citoyens pour pouvoir réussir au mieux son travail parlementaire et de contrôle de l'action gouvernementale. D'accord. Nous allons préciser aux citoyens que le député, dès qu'il est élu, n'est plus le député juste de la circonscription électorale dans laquelle il a été élu, puisque les lois qui sont votées ne sont pas des lois d'une circonscription électorale ou d'une autre, mais ce sont des lois qui s'appliquent à tous les citoyens béninois. Les questions qui sont posées au gouvernement sont posées pour la résolution des problèmes des Béninois pris dans leur ensemble et non des citoyens d'une circonscription électorale ou d'une autre. Le travail de contact entre le citoyen et les députés est important parce que même si nous les prenons circonscription par circonscription, les problèmes qu'ils rencontrent, leur résolution permettront d'améliorer les conditions de vie des citoyens dans tout le pays. Et il faut forcément que le député soit en contact avec quelqu'un ou des personnes dans le peuple pour lui remonter les informations. C'est ça. Donc c'est pour cela qu'on recommande fortement que le député soit redevable. Maurice Tantan en a parlé tout à l'heure. Que le député soit redevable envers les citoyens qui l'ont élu. Oui, en faisant une reddition de compte, en collectant leurs besoins et en les informant sur les différentes lois qui sont votées et autres. D'accord. Alors, chers citoyens de type nouveau, connaissez-vous le contact de votre député? Êtes-vous déjà entré en contact avec lui? Comment cela s'est passé? En contact avec son député, est-ce que c'est possible comme ça de nos jours? C'est pas si possible que ça. Généralement, ce n'est pas des demandes d'audience ou pas des demandes en ligne qui se font via son numéro WhatsApp qu'il met à disposition de la population et également sa page Facebook par lequel on le contacte souvent. On peut, à travers des notes d'audience, le rencontrer ou carrément
faire une demande en ligne aussi à travers sa page Facebook ou chercher un intermédiaire qui peut vous aider à le rencontrer. Pour être en contact avec son député, ça sera un peu difficile, hein, à moins que tu sois un peu reconnu et tu participes à des événements où les députés sont présents et tu peux profiter là et lui, bon, si c'est possible, hein, parce qu'il y a des fois ils n'ont pas le temps pour accorder aux personnes. Madame la spécialiste, je me base sur l'intervention de la dame, la dernière intervention. Est-ce que face à toutes ces difficultés, parce qu'effectivement, il y a de ces députés-là, quand ils vont là-bas, ils oublient comment ils ont fait pour partir là-bas. Est-ce que là, il faut ignorer carrément le député? La réponse à cette question est assurément non. Moi, je suis spécialiste en participation. Le citoyen, après sa participation au vote pour élire les députés, ne doit en aucun cas rester en écart pendant que le député est élu. Et le député ne doit en aucun cas non plus oublier les citoyens qui l'ont porté à ce poste, à ces responsabilités. Puisqu'il n'est rien d'autre que leur représentant, il ne fait que porter la voix de milliers de personnes qui se sont accordées pour le mettre à cette place. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà. C'est vrai que jusqu'à la date où nous parlons, il y a des difficultés d'accès à certains députés. Nous le reconnaissons tous. Mais reconnaissons aussi que les innovations au niveau de l'Assemblée nationale permettent de réduire un tant soit peu ces difficultés. Lorsque vous avez besoin d'échanger avec votre député, le député de votre circonscription électorale, vous pouvez saisir l'Assemblée nationale, écrire, et le courrier que vous allez écrire lui sera parvenu. De deux, il y a le site internet de l'Assemblée nationale qui est là. Il y a plusieurs députés qui ont leur page Facebook, qui ont leurs réseaux sociaux, qu'ils animent eux-mêmes régulièrement. Et vous pouvez passer par ces canaux-là pour échanger avec eux. Il y en a qui ont même des bureaux dans leur circonscription électorale. Ils ont des jours où ils reçoivent les citoyens. Il faut, en tant que citoyen, s'informer sur ces possibilités pour pouvoir entrer en contact avec son député. Nous allons quand même noter et faire un appel à nos représentants, qui sont nouvellement élus d'ailleurs, que nous profitons de féliciter, qu'il serait vraiment important d'utiliser l'opportunité des TIC pour pouvoir réduire la distance entre les citoyens et eux. Il est très facile maintenant de créer, un peu comme le gouvernement l'expérimente régulièrement, les ASGOV, de créer des actions d'interaction avec les citoyens. Il suffit de dire aux citoyens de votre circonscription, aux citoyens du Bénin, que tel député sera en ligne tel jour. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et comme ça, la distance entre les députés et les citoyens se réduira. Et ça ne sera que pour le bien de nous tous, puisqu'ils seront plus au parfum de nos besoins, ils pourront légiférer en conséquence, ils seront plus au parfum des questions que nous nous posons, des difficultés que nous avons, pour pouvoir reporter ces choses-là dans leur travail de contrôle de l'action gouvernementale. D'accord, c'est compris, c'est noté. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC. Et surtout, si vous essayez d'entrer en contact avec votre député et que cela ne vous est pas facile, faites-nous le savoir. Ce soir, mesdames et messieurs, nous parlons de la facilité en changement de mentalité. La facilité avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agosso. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Je le suis encore plus. Merci infiniment. Alors, pourquoi la facilité? Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la facilité. Oui. Comme vous le savez, l'être humain par nature souhaite mener une vie sans peine. C'est ça. Donc la recherche de cette facilité nous a permis de faire des inventions, de faire des découvertes qui rendent notre condition de vie un peu plus aisée. Donc dans ce sens, la facilité permet l'amélioration des conditions de vie.
Mais je vous rassure, il y a autre type de facilité qui nuit à l'individu et qui nuit également à la société. C'est le type de facilité où nous faisons recours à des chemins non recommandés pour pouvoir atteindre nos objectifs. Oui, vous savez, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans l'atteinte de nos objectifs, il serait très important d'utiliser un chemin efficace. Par exemple, si nous prenons le cas d'un apprenant, un étudiant qui veut obtenir des diplômes pour pouvoir servir son pays. Après son cursus, il a le diplôme. Grâce aux compétences qu'il a reçues pendant ce cursus, il peut servir facilement sa nation. Mais si cet étudiant a usé de tricherie pour pouvoir obtenir son diplôme, avec quelles compétences il peut servir la nation? Cela devient un problème. Donc, le chemin vers l'atteinte de nos objectifs, bien qu'il soit difficile, c'est juste une série de formations qui nous préparent à ce que nous aspirons. Donc, le chemin de la facilité, lorsque nous prenons ce chemin, c'est parce que nous avons envie de vite résoudre un problème. Or, cette facilité crée également d'autres problèmes plus graves que nous ne pouvons pas facilement gérer. Si je veux cultiver un terrain de 100 hectares, vous êtes convenu avec moi que la force que je dois déployer ne peut pas être comparée à la force que je dois déployer si je dois cultiver 1000 hectares. Donc, celui qui aspire à de grandes choses doit se préparer également à de challenges professionnels. J'ai de grands rêves, ce qui signifie que je dois être prêt pour défier également de grands challenges, de faire de nouvelles choses et puis d'aller au-delà de mes limites. Mais si je ne prends pas le chemin de la facilité, finalement, je deviens quelqu'un qui nuit non seulement à ma propre vie, mais plutôt à la société tout entière. Donc, cher nouveau type de citoyen, si vous choisissez le chemin de la facilité, je vous assure tout que vous créez d'autres problèmes. Et c'est l'exemple de certaines personnes qui, en cherchant le gain facile, se font arnaquer. On leur propose de l'argent, par exemple, sur des réseaux sociaux, parce qu'ils sont prêts à utiliser la manière facile, ils investissent et finalement, ils réalisent que c'était de l'arnaque et ils sont dépourvus de leurs biens, tout simplement parce qu'ils veulent utiliser la manière la plus facile pour pouvoir atteindre leur objectif. Je dirais encore tout simplement pour finir, cher nouveau type de citoyen, c'est vrai, le chemin pour atteindre nos objectifs paraît difficile, mais je le répète, c'est une série de formations pour nous préparer à ce à quoi nous aspirons, afin non seulement de servir notre propre vie, mais de servir également la société et de devenir des citoyens bien faits, autrement dit des citoyens parfaits pour contribuer au développement de notre nation. Pays. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, plus de commentaires suite à son intervention. Juste préciser que lorsqu'on parle de la facilité, ce n'est pas qu'on vous interdit de vous rendre la vie facile pour atteindre vos objectifs, mais on parle de certaines facilités, certains types de facilités qu'il a évoquées. L'arnaque ou prendre pas des moyens peu recommandables ou des moyens pas du tout recommandés pour atteindre ces objectifs. C'est ce que nous refusons. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Merci d'être restés une fois encore en notre compagnie. À très bientôt.